Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Deuxième partie d'Europe 1 Soir jusqu'à 21h en effet, et à 3 jours des législatives. Nous allons dans un instant avec Raphaël Steinville. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, et le journaliste politique à Europe 1, Jacques Serret. Bonsoir Jacques. Bonsoir Pierre. Nous allons interroger Mathieu Vallet, eurodéputé Rassemblement National. Bonsoir Mathieu Vallet. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Est-ce que vous connaissez l'article 15 de la Constitution ? Oui, il me semble que c'est pas celle des pleins pouvoirs, non ? Non, ça c'est 16. 15, c'est le fait que le chef de l'État est chef des armées. Et si je vous interroge là-dessus, c'est que évidemment Marine Le Pen aujourd'hui fait le buzz avec sa petite phrase dans le Télégramme, puisque elle dit que le chef des armées pour le président, c'est un titre honorifique, puisque c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse. Comment est-ce qu'on doit comprendre cette phrase, Mathieu Vallet ? Il faut comprendre cette phrase dans le sens où le Premier ministre, si les Françaises et les Français nous font confiance le 30 juin et le 7 juillet, fera attention à ce que les lignes rouges ne soient pas franchies, notamment en Ukraine, à savoir l'envoi par exemple de soldats français sur le sol ukrainien, et aussi par exemple l'utilisation de missiles en direction de la Russie, parce qu'aujourd'hui, M. Zelensky ne demande pas à ce qu'on fasse la guerre à sa place en envoyant des troupes, mais on continue. Zelensky, pardon. Ce soir, c'est compliqué. Je suis en campagne dans le Vaucluse pour rien vous cacher. Et donc, il y a un Zelensky dans le Vaucluse. Oui. Non, mais je suis dans le Vaucluse en campagne. Je soutiens les candidats sur le terrain. Et donc, du coup, simplement, le Premier ministre Jordan Bardella, si les Français nous font confiance, on va pouvoir mettre des lignes rouges sur lesquelles on souhaite qu'elles ne soient pas franchies. Et dans un couple exécutif, il y a 2 têtes. C'est notre système français, un président, un Premier ministre. Et donc, effectivement, le Jordan Bardella ne sera pas un collaborateur. Et Marine Le Pen, en faisant cette déclaration, je pense qu'elle voulait clairement démontrer l'état d'esprit et les intentions qui étaient celui de Jordan Bardella s'il était amené à être Premier ministre. Raphaël Steinville. Oui, que cette déclaration de Marine Le Pen ait dû être accompagnée finalement d'un message sur Twitter, sur X, pour expliciter sa pensée qui a pu sembler maladroite. Est-ce que c'était pas le signe malgré tout d'une défaillance dans la communication de Marine Le Pen ? On comprend très bien que le sujet de Marine Le Pen, et vous venez de le dire, était de réaffirmer les lignes rouges qui sont les vôtres aujourd'hui. Mais est-ce que dans la manière de dire les choses, de considérer que la fonction du président en tant que chef des armées relevait de, je ne sais plus quelle était l'expression employée. C'est un titre honorifique puisque c'est le Premier ministre qui tient les cordons de la bourse. Est-ce que ce n'était pas une vraie maladresse ? Non, je pense pas. Après, vous savez, Monsieur Steinville, en politique, mais on se connaît assez bien pour pouvoir se le dire franchement, il y a des phrases faites en communication pour marquer les esprits. L'idée, c'était pas de rabaisser le chef de l'État, ou encore moins d'être ailleurs vis-à-vis de ses fonctions qu'il incarne par l'élection présidentielle de 2022, légitime des Françaises et des Français. L'idée, c'est de dire, le Premier ministre, si c'est Jordan Bardella demain, par le vote des Françaises et des Français, aura des lignes rouges, et d'une certaine manière, un couple exécutif, ça se fait à 2, ça se fait pas tout seul, sinon, on appelle ça un célibat. Donc, elle voulait simplement, par une phrase forte, exprimer la position de notre parti en vue des élections. Mais vous avez raison, une phrase, une expression, une position, c'était pareil sur les binationaux. Aujourd'hui, c'est sur le titre honorifique du chef des armées. Tout est sujet à polémique, et d'une certaine manière, si on a à ce niveau-là, je me dis que le débat vole pas très haut, et qu'au niveau des idées, les adversaires n'ont pas grand-chose à redire, parce qu'ils sont vraiment sur la petite polémique politicienne. Et en tout cas, s'il fallait préciser les choses, Marine Le Pen l'a fait, parce qu'effectivement, vous avez raison, dans une société où il faut tout expliquer, et même quand on a expliqué derrière, la polémique est entretenue. Après, c'est le jeu électoral, mais je pense que c'est surtout le fait de nos adversaires que d'entretenir cette confusion. Mais est-ce que vous diriez que c'est une maladresse de sa part ? Non, pas du tout. Non, moi je dirais qu'elle s'exprime régulièrement auprès des gens. Elle était en campagne à Hénin-Beaumont et dans sa circonscription du Pas-de-Calais, et les gens, ils aiment qu'on leur parle simplement, qu'on exprime clairement nos positions, nos idées, la manière dont on conçoit le pouvoir si jamais on arrive aux responsabilités le 8 juillet après le deuxième tour des élections législatives. Et les gens, ils aiment quand c'est simple et quand on est clair, et je pense que sur cette campagne, on essaye de l'être le mieux possible. Au 1er juillet, on arrêtera les 11% d'augmentation du gaz. Au 1er juillet, si on arrive aux responsabilités
le 8, eh ben, il y aura une politique qui sera déterminée par le gouvernement, comme le dit l'article 20 de la Constitution. Alors, vous voyez, M. Devino, j'avais plus l'article 15, mais j'ai bien l'article 20 en tête. Et puis, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, Emmanuel Macron, ils en peuvent plus. Donc, ce qu'ils veulent, c'est un Premier ministre qui tienne les manettes, qui présentera et qui aura la responsabilité du gouvernement avec les pistes qu'on a évoquées durant cette campagne. Oui, il y a eu une phrase sibylline de Sébastien Chenu tout à l'heure qui disait que quand Jordan Bardella arriverait au pouvoir, il y aurait peut-être un partage des pouvoirs avec le président qui serait à redéfinir. Est-ce que ça veut dire que il est question de museler d'une certaine manière le président de la République ? Non, nous on muselle personne. En tout cas, celui qui muselle les gens, c'est le chef de l'État. Quand il était venu et je suis bien passé pour en parler, Monsieur Devino, quand il était venu à Marseille sur cette opération Place Nette, la Provence avait fait une le lendemain en disant un petit tour et puis 120, et le président avait voulu que le rédacteur en chef soit limogé. Donc c'est pas nous qui voulons museler les gens et encore moins les responsables politiques. Nous on dit simplement que sur les responsabilités qui seront les nôtres, sur la détermination et la conduite de la politique de la nation, comme le dit l'article 20 de la Constitution, il y aura la politique des armées, la politique énergétique, la politique économique, et qu'effectivement, si Jordan Bardella est nommé par le président de la République grâce au vote des Français, évidemment, il y aura une discussion de répartition des compétences, et il me semble, je suis peut-être pas assez vieux, mais il me semble que lors de la cohabitation avec Jacques Chirac, entre 97 et 2002, et Lionel Jospin, chacun est resté dans ses précarés et ses positions politiques, et pour autant la France a fonctionné, et Monsieur Jospin a pu mettre en place son programme. C'est aussi la prétention et l'ambition qu'on a pour notre pays. Raphaël Steinville. Oui, au fond, à vous entendre, on a l'impression que ces polémiques, c'est ce qui peut apparaître parfois comme des flottements dans l'expression de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella, ne serait que de la mousse politico-médiatique qui indiffère grandement les Français. Vous avez l'impression aujourd'hui sur le terrain, vous êtes dans le Vaucluse, vous le rappeliez, que les Français, quoi qu'il arrive, veulent un changement, une véritable alternative. C'est votre sentiment ? Non, mais on est plus exigeant avec nous qu'avec les autres, et je vais même vous faire une confidence. On n'aura pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on nous a jamais essayé, que demain, sur nos responsabilités et qu'on ne réussit pas ce qu'on promet ou qu'on n'obtient pas les résultats qu'on annonce, derrière, on n'aura pas une deuxième chance et l'élection présidentielle sera évidemment plus compliquée. Ce qu'on dit simplement, c'est que moi, par exemple, je le dis puisque je suis sur le terrain et même dans les médias, on parle pas beaucoup du programme de Monsieur Macron ou du programme de la France Insoumise, excepté quand les journalistes viennent les chercher sur les questions techniques. Donc moi, je dis que sur notre programme, sur les retraites par exemple, puisque c'était le polémique de début de la semaine, on a toujours dit que l'âge de départ serait 62 ans, mais qu'à 62 ans, si on n'a pas 42 annuités, on part pas avec une pension complète. Par contre, on a dit qu'on sacrifierait 1,5 milliard d'euros d'argent des Français, parce que la justice sociale appelle à ce que quand on commence à travailler à l'âge de 20 ans, on puisse partir à 60 ans. Moi, je trouve que c'est simple, mais quand vous l'expliquez comme ça, pardon, je suis pas plus intelligent qu'un autre, on nous a fait une polémique de 3 jours. Après, les binationaux, c'est pareil, on nous a expliqué qu'on voulait sacrifier les Français en fonction de leur nationalité. Mais non, sur les postes à responsabilité comme c'est le cas actuellement, on ne reviendra pas dessus, sauf que Jordan répondait à une question en disant, bah oui, on va maintenir le système actuel, et puis sur les postes à haute responsabilité, comme en Algérie ou comme dans d'autres pays où il est strictement interdit d'être binational, nous on dit, on gardera cette binationalité pour être préfet, pour être magistrat, pour être commissaire de police par exemple, mais en revanche, pour être patron de la police, pour être patron de la sécurité extérieure ou intérieure, effectivement, il faut ne pas être exposé aux ingérences étrangères et ne pas avoir une vulnérabilité que pourrait présenter cette binationalité. C'est pas le cas des 196 pays, ou alors je sais pas, mais ou alors il y a pour l'instant la DGSI qui passe au crible justement ces binationaux qui seraient dans certains cas employés par des services très spécialisés, notamment dans le nucléaire. Mais est-ce qu'il faut vraiment stigmatiser les binationaux, dont je fais partie d'ailleurs, et qui tout d'un coup diront vous pourrez pas travailler ici ou là? Non, mais on stigmatise personne. Moi, Monsieur Devino, reconnaissez-moi quand même que je suis ancien policier. J'ai été syndicaliste et avec des adhérents qui travaillent à la Direction générale de la sécurité intérieure. En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans ce qu'on appelle une enquête d'habilitation au secret défense ou autre secret défense, quand vous avez des vulnérabilités, dont celle de la binationalité pour des postes à haute responsabilité, on vous refuse l'habilitation sans vous donner le motif. C'est un peu comme à la banque, quand on vous refuse l'ouverture de compte en banque, on n'est pas obligé de vous donner le motif. Et nous, ce qu'on dit simplement, c'est que... Mais est-ce que c'est démocratique, ça ? Ah ben bien sûr, non mais vous la démocratie... la démocratie. Ah ben bien sûr que c'est démocratique, Monsieur Devino. C'est la démocratie, c'est de préserver l'intégrité du territoire national. C'est même une obligation du président de la République dans la Constitution et de s'assurer de la continuité. Donc de ne des pas pouvoirs donner publics. d'explication, c'est démocratique.
Mais non, je parle pas des explications. Je vous parlais de la binationalité, donc j'ai pas compris votre question. On vous donne des explications. Je suis en train de le faire là, donc je vous donne pas l'impression de pas répondre à vos questions ou de pas détailler ce qu'on dit. Moi, je vous dis simplement que sur cette binationalité, on est en train de faire un flanc, ce qui a pas lieu d'en être un. En fait, vous êtes binational, c'est très bien. Moi, je suis issu de l'immigration espagnole, j'en suis fier aussi. Mais pour autant, sur des postes à très haute responsabilité, comme c'est le cas actuellement, on ne changera pas la donne et on restera dans le même fonctionnement. Vous me direz alors pourquoi en avoir parlé? Parce qu'il y a un de vos confrères qui nous a posé la question. Donc pour répondre à votre question, c'est la faute de la presse. On y répond. Ah bah non, moi c'est jamais la faute de la presse. Je dis simplement qu'on répondait à une question de vos confrères ou vos consoeurs. Donc on n'allait justement pas ne pas y répondre. Ça tombe bien, la démocratie, c'est de répondre aux questions. Ça tombe bien, on a beaucoup de questions pour vous, Mathieu Vallée. Jacques Serret. Oui, je me demandais la stratégie de Jordan Bardella lors des élections européennes. C'était de demander, en cas de victoire du RN, de demander la dissolution de l'Assemblée. Je voulais savoir, la prochaine étape, c'est quoi? En cas de victoire, de majorité absolue de Jordan Bardella à l'occasion de ces législatives, est-ce que la stratégie, ce sera cette fois de demander la démission d'Emmanuel Macron ou pas du tout, et vous souhaitez travailler à ses côtés jusqu'en 2027? Non, mais c'est simple. Il y a eu des élections européennes et le président de la République s'est directement impliqué dans la campagne. Il y a eu le discours de la Sorbonne. Il y a eu le Premier ministre qui a été envoyé en première ligne, notamment pour le débat sur une chaîne concurrente un jeudi soir avec Monsieur Attal. Donc, quand on engage sa responsabilité dans la campagne, on engage sa responsabilité politique lorsqu'il y a le résultat des élections. On a fait là, c'est également le cas pour ces législatives. Mais j'y viens, soyez pas impatients, je vais essayer d'y répondre. La réponse va arriver. Donc, on avait été très clair dès le début, on a dit le président s'engage, le président expose sa responsabilité, le président doit en tirer les conséquences le 9 juin au soir, ou en tout cas les jours qui suivent les résultats du scrutin. On a fait 32%, le double de la liste de Madame Hayek, que d'ailleurs on n'a plus entendu parler. Dis donc quel respect pour les femmes. Elle a même pas eu le droit de citer, le droit de parole le soir des élections, elle a été totalement éclipsée. Je le dis en passant parce que ça a l'air de choquer personne. Et donc, effectivement, on avait demandé à ce que l'Assemblée soit dissoute par le chef de l'État si on arrivait en tête avec un score assez élevé qui démontrait la volonté des Françaises et des Français de tourner la page. À 20h, on avait les résultats. J'étais d'ailleurs sur le plateau d'une chaîne avec qui vous travaillez. Et derrière, à 21h, il a annoncé la dissolution. Maintenant, pour les élections législatives, on dit pas si Monsieur Bardella fait un score historique, Monsieur Macron doit démissionner. On dit si Monsieur Bardella fait un score historique avec ses députés, il arrivera à Matignon et il appliquera une politique qu'on a d'ores et déjà annoncée dans les grandes lignes par la conférence de presse de lundi et le programme qu'on expose ensemble. Mais on ne demandera en aucun cas la démission. Après, effectivement, il peut y avoir, s'il n'y a pas de majorité absolue de notre parti ou d'aucun autre parti politique, que ce soit le bloc central ou le bloc de l'extrême gauche, il peut y avoir une France ingouvernable pendant un an. Et là, le président de la République n'aura en aucunement résolu la crise politique dans laquelle il s'est engagé depuis des mois et particulièrement démontré le soir du 9 juin lors des élections européennes. Raphaël Steinville. Oui, Mathieu Vallée, au soir du 30 juin et du 7 juillet, quelle que soit la configuration qui se dessinera au sortir des urnes, Gérald Darmanin évoquait une crainte de troubles à l'ordre public. Est-ce que cette crainte, vous la partagez, quelle que soit encore une fois la configuration qui sortira des urnes? Oui, Monsieur Steinville, vous me connaissez, moi je suis un policier républicain qui pendant 20 ans a consacré sa vie à protéger les Françaises et les Français, et sur le risque de voir des gens contester dans la rue la bataille qu'ils n'ont pas gagnée dans les urnes, elle est très importante, surtout venant de l'ultra-gauche. Vous avez par exemple les soulèvements de la terre, puisque on est souvent dans les grandes phrases, moi je vais être dans les grands exemples précis. Vous avez les soulèvements de la terre qui ont d'ores et déjà fait des mobilisations sur les réseaux sociaux, sur les messageries cryptées et dans les mouvances de l'ultra-gauche radicale dont fait partie monsieur d'ailleurs Raphaël Arnaud à Avignon, puisque je suis dans le Vaucluse, fiché S pour ça, qui disent écoutez, il faut se préparer à gagner la bataille dans les urnes, mais ça va être compliqué. Mais si on l'a pas dans les urnes, on la gagnera dans la rue, en mettant des barricades, en se confrontant en force de l'ordre. Donc vous allez sur les réseaux, tout est déjà clairement affiché dans leurs intentions. Donc ce qui me choque, moi, c'est que les gens qui sont pour la démocratie, mais que lorsque celle-ci s'exprime pas en leur faveur et surtout en faveur de notre parti, derrière ils contestent cette légitimité et cette expression populaire et démocratique dans la rue, en voulant casser l'outil des commerçants, en voulant brûler, mais ce qu'on vit depuis des années dans les manifestations et sur lequel nous, on veut lutter, c'est-à-dire ces milices ultra-gauche. Les soulèvements de la terre, c'est toujours pas dissous parce que le gouvernement s'y est prêt avec les pieds. La jeune garde antifasciste à Lyon, dont monsieur Louis Boyard était un fervent soutien puisqu'il a posé avec eux sur des photographies, pareil, ça n'a pas été dissous. Donc moi, je veux bien qu'on dissoude le GUD et les gens d'ultra-droite parce qu'effectivement, on lutte contre tous les ultras, mais j'ai l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures. L'ultra-droite, c'est tout de suite, l'ultra-gauche, c'est après, ou alors c'est fait avec non, ils ont dissous aussi une organisation islamiste qui s'appelle Jonas.
Oui, mais moi je confonds pas tout. Je confonds pas les organisations islamistes qui prônent un islam radical avec derrière les conséquences qu'on peut connaître dans notre pays depuis plus de 10 ans et l'ultra-gauche qui en fait veut brûler du flic, qui brûle des casernes de gendarmerie autour de Grenoble par exemple, qui dans la région marseillaise a saccagé des tours de communication télévisuelle et qui a privé les gens de télévision, qui dans les manifestations brûle des policiers avec des cocktails Molotov. Et donc moi je dis simplement que tant mieux, mais je me permets, monsieur Delvino, si nous demain on arrive au pouvoir, on fera un projet de loi qui permettra de fermer une dizaine de mosquées radicalisées, connues en tant que telles par les services de renseignement, et qui ne sont toujours pas fermées. Et on expulsera les 4500 étrangers qui sont fichés pour islamisme radical. Ça prendra du temps, mais on le fera. On a quelque part, Mathieu Vallet, la liste de ces mosquées radicales. Ah mais bien sûr, non mais monsieur Delvino, moi j'ai été policier pendant 20 ans, vous savez ce qui me rend fou. Oui, je sais bien. Vous savez pour ce qui me rend fou, c'est que les ultras, que ça soit l'ultra gauche ou l'ultra droite et l'extrême gauche, les antifas, on les connaît. Les trois quarts sont fichés, sont suivis. Et vous voulez un exemple concret? Lorsque vous avez eu le G7 à Évian en 2019, en août 2019, moi j'y étais. Tous les services de renseignement européens ont tracé, ont suivi et ont pris des mesures restrictives sur les individus qui étaient fichés pour la mouvance de l'ultra-gauche et qui ont été tenus à la culotte durant tout le sommet. Et vous avez eu quoi à la fin? Vous avez eu zéro dégradation, vous avez eu zéro agression quasiment sur ce sommet. Et ben ce qu'on fait pour les sommets extraordinaires, on peut le faire demain pour les manifestations. Mais pourquoi on le fait pas? Parce qu'aujourd'hui, le préfet, par exemple, ne peut pas interdire quelqu'un qui est fiché S pour ultra-gauche et qui est même parfois condamné pour avoir commis des exactions violentes sur les policiers ou les magasins lors des manifestations, comme on le fait pour les hooligans dans les stades de foot. Le Conseil constitutionnel l'a censuré, mais il a dit c'est une bonne intention, mais c'est encore une fois c'est mal écrit. Et ben nous, excusez-nous, on n'est pas plus intelligents que les autres, mais on a quand même la prétention de dire que les projets de loi, on les rédigera avec un peu plus de sérieux pour que derrière, dehors, ça soit les gens pacifiques qui soient protégés, qui puissent réellement exprimer leurs revendications. Mathieu Vallet, est-ce que vous diriez que les 5500 militants d'ultra-gauche qui sont fichés par le renseignement sont le bras armé du Front populaire, et à l'inverse que les 2700 ultras de droite n'ont aucun lien finalement avec le Rassemblement national? Non, moi je dis qu'il y a une complaisance de l'extrême gauche vis-à-vis de l'ultra gauche. Visiblement, ça n'a pas l'air de les choquer plus que ça que les têtes de cortège, les têtes de manifestation soient désormais tenues par les Black Blocs et puis par les syndicats. Et que quand vous interrogez monsieur Mélenchon, quand vous interrogez d'autres responsables politiques, monsieur Boyard par exemple, et que vous leur demandez quel est le problème dans les manifestations, ils vous disent c'est la police et que c'est pas les ultra violents qui viennent saccager le droit de manifester. Donc il y a une complaisance aujourd'hui avec l'ultra gauche quand on veut supprimer les lanceurs de balles. Est-ce que vous êtes d'accord avec Raphaël Steinville sur le fait que les 2700 de l'ultra droite n'ont rien à voir avec le Rassemblement national? Je dirais pas que les 2700. Non, mais moi je fais pas des raccourcis hasardeux. J'ai pas la preuve matérielle et individuelle que tous ceux qui sont fichés pour l'ultra gauche radicale ou la mouvance de l'ultra gauche sont des copains ou des amis ou des connaissances ou dans la ou dans l'amitié avec les gens de l'extrême gauche ou du Front populaire. Je dis simplement il y a un continuum avec le Front populaire qui n'existe pas ou qui n'existe plus aujourd'hui entre le Rassemblement national et cette ultra droite. Qui résume ma pensée, il y a une complaisance entre l'extrême gauche et l'ultra gauche, et on le voit dans les déclarations, dans le programme. Attendez, c'est simple. Philippe Poutou, il est pour désarmer la police, et dans les manifestations, il s'est toujours plaint de la police et jamais des éléments ultra violents. Voilà. Monsieur Raphaël Arnaud intronisé dans le Vaucluse, il est fiché pour la mouvance des antifas qui crée des problèmes dans les manifestations. Donc je suis désolé, qui dit mot consent, et quand on investit des gens de cette de ce passif-là, c'est qu'il y a un sujet. Voilà. Après sur l'ultra droite, pardon, mais nous quand on défile, par exemple le 12 novembre contre l'antisémitisme, il n'y a pas des jeux de l'ultra droite derrière nous qui saccagent la manifestation. Quand on participe à des cortèges ou à des manifestations bien encadrées, bien organisées, il n'y a pas des gens de l'ultra droite qui suivent derrière nous parce que ils viennent saccager du flic, saccager des commerces ou saccager le droit de manifester. Donc nous on n'a rien à voir avec ces gens-là. Moi ça fait 3 mois que je suis dans le parti, j'ai jamais constaté de près ou de loin une collusion avec des gens qui seraient pas fréquentables ou dont ils seraient fichés S. En tout cas moi je l'ai pas vu, donc je vous parle de ma propre expérience. En tout cas quand j'étais policier en face, j'ai vu des élus aux côtés de ceux qui crient tout le monde déteste la police et qui derrière passent à l'action, être aux côtés des élus de la France Insoumise par exemple. Ça oui je l'ai vu, et ils se sont pas désolidarisés. Il suffit de regarder vos archives vidéo et vous verrez que c'est facilement vérifiable. Question de Jacques Serret. Oui, j'aimerais avoir votre réaction sur une manifestation qui se prépare samedi, donc à la veille du premier tour de ces législatives, manifestation relayée par l'élu insoumise Rima Hassan qui appelle à un rassemblement samedi après-midi à Nanterre, un rassemblement justice pour Naël, un an après la mort de ce jeune garçon. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à la veille de ces élections, ça peut créer un climat assez chaotique ?
Non, mais ils sont dans la continuité, dans la logique de leur programme. Ils veulent mettre à bas les institutions. Et demain, leur programme, c'est quoi? Ça repose sur quoi? C'est le problème, c'est la police. Et le problème, c'est qu'on soutient pas, c'est les voyous. C'est ça leur idée. Et pardon de le dire, mais on nous avait déjà fait le coup avec Assa Traoré, avec des comités, des goodies, un marché qui avait carrément été fait sur le dos de cette affaire où on disait que les gendarmes étaient des tortionnaires, étaient des criminels. D'ailleurs, Madame Traoré a été condamnée sur ces propos-là vis-à-vis des gendarmes par le tribunal judiciaire de Paris. Et puis à la fin, ça fait pchit. Pour reprendre les déclarations d'un ancien président, ça fait pchit parce que le dernier procès, la dernière décision de justice, c'était de dire que les gendarmes n'avaient aucune responsabilité. Pour l'affaire Naël, attendons la fin d'instruction. Il y a eu une reconstitution qui a été faite il y a un peu moins de 3 mois, et aujourd'hui, il souffle sur les braises. Voilà. Et d'ailleurs, je termine là. Monsieur Léaumont, mais Monsieur Mélenchon, c'est député ou ancien député de la France Insoumise ou l'ancien patron, je sais plus qui il est, Monsieur Mélenchon, puisque une fois il revient pas, une fois il se présente, une fois il se présente pas. Ils avaient dit qu'ils appelleraient pas au calme, ils appelleraient pas au retour à la sérénité lors des émeutes. Voilà, donc moi je le comprends comme continuer à bordéliser le pays. Et Madame Rima Hassan, c'est pas une nouveauté. Elle bordélisait déjà les universités en instrumentalisant le conflit israélo-palestinien et en faisant son beurre sur les morts à Gaza. Maintenant, elle va instrumentaliser les cités en faisant son beurre sur la haine anti-flic. Moi, je dis que c'est dangereux pour notre démocratie. Et moi, ce qui me fait peur, comme beaucoup de policiers et de gendarmes d'ailleurs, sans les citer, c'est de voir arriver aux responsabilités demain, aux manettes du pouvoir, des personnes qui détestent les flics, qui détestent les juifs et qui mèneront une politique qui en tirera les conséquences. Et on en a déjà là les prémices. Vous voyez, moi je les ai pas vus manifester pour les policiers qui sont agressés, pour les policiers qui sont violentés. Je les ai pas vus à la manifestation contre l'antisémitisme le 12 novembre. Par contre, on les voit dans une manifestation aux côtés de ceux qui détestent la police et qui stigmatisent l'uniforme de la République. Puisqu'on parle maintien de l'ordre, j'aimerais savoir ce que vous pensez des déclarations de Gérald Darmanin qui explique qu'il ne fera pas un jour de plus au ministère de l'Intérieur alors que les Jeux Olympiques approchent. Est-ce que vous auriez aimé que Gérald Darmanin fasse un peu de rab après ces élections pour rester à Beauvau le temps des Jeux Olympiques ? Vous savez, moi je suis pas l'impresario de Monsieur Darmanin, c'est pas moi lui dire il doit partir, il doit rester. Ce que je constate, c'est que moi j'oublie rien. Les gens, peut-être pour certains la mémoire courte, moi j'avais compris en début d'année lorsqu'il avait installé Mme Berton, la nouvelle directrice générale de la sécurité intérieure à Levallois-Perret, le siège de la DGSI, il avait dit mon destin il est intimement lié aux policiers et aux gendarmes, c'est avec eux qu'on va faire les JO, c'est avec eux que j'affronterai les difficultés. Et puis celui qui fait des leçons en fait à Jordan Bardella en disant s'il n'a pas de majorité absolue, il va faire un refus d'obstacle, là j'ai l'impression que lui il se préserve et il ménage sa monture politique et son avenir politique. Il part avant, comme ça si ça se passe bien il dira c'est grâce à moi, il n'y a plus qu'à mettre ses pieds dans les souliers comme il a dit pour mon successeur et c'est tant mieux. Puis si ça se passe mal il dira c'est parce que je suis pas resté ou c'est parce que mon successeur a mal géré. Donc pour des gens qui font des leçons à tout le monde, je trouve ça un peu bizarre, mais j'en profite, vous me donnez la parole sur M. Darmanin qui est mon ancien ministre de tutelle. Ce qui me fait bien rire, c'est que pendant 7 ans il a refusé qu'on remette en place les peines planchées que M. Sarkozy, dont il est un fervent supporter et dont il va sur ses lieux de villégiature l'été, avait mis en place. Et au bout de 7 ans il a dit sur de la cité la chaîne d'information LCI dimanche que c'était une connerie de ne pas les avoir remis en place. Donc je sais plus trop sur quel pied danser. Il lui dit que c'est Bardella qui sait pas ce qu'il veut, mais j'ai l'impression que c'est surtout lui qui sait pas ce qu'il dit. Donc c'est un peu compliqué effectivement de suivre M. Darmanin, mais en tout état de cause, j'ai bien compris qu'aujourd'hui c'était sauf qui peut, que Courage Fuyon, le ministère de l'Intérieur, ça l'intéresse plus. En tout cas, il en a fait des caisses et finalement, ça va déboucher sur une montagne qui accouche d'une souris, quoi. Raphaël, il y a quelque temps encore, Gérald Darmanin, toujours lui, en débat face à Marine Le Pen, l'a jugée trop molle. Que diriez-vous aujourd'hui du programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella en matière de sécurité? Est-ce suffisant compte tenu des enjeux qui sont face à vous dans les jours, semaines et mois à venir? D'abord, je remarque qu'il prend toutes nos propositions. Il nous explique actuellement, lui et la majorité, que finalement le problème de la justice, c'est la réponse pénale. Ce qu'on disait avant et que M. Dupond-Moretti s'acharnait à démonter lorsqu'on lui expliquait que la réponse pénale n'était pas à la hauteur des agressions que vivent nos concitoyens. Là, aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'après les comparutions immédiates, on exécute tout de suite les peines. C'est dommage qu'il ait fallu 7 ans pour qu'ils en fassent le constat et qu'ils derrière aient une proposition en ce sens-là. Ensuite, nous, c'est très simple. Moi, j'ai rejoint ce parti parce que c'est le parti qui a les solutions qui, à mon avis, ne résoudront pas tout dans le sens où la délinquance zéro n'existera jamais, mais en tout cas on va aller sur les marges de progression. On va mettre en place des peines planchées. Ça veut dire que si t'es condamné une deuxième fois pour la même infraction et que tu prends la justice pour un imbécile, t'iras en prison parce que t'as pas compris la première fois. On va mettre en place les peines minimales. On n'attend pas la 9e agression d'un policier, d'un pompier, d'un médecin ou d'un professeur pour une peine de prison, même si elle sera courte, au moins il y aura une réponse pénale avec une exécution de peine tout de suite. Je rappelle qu'aujourd'hui il y a un peu moins de 100 000 peines de prison ferme qui sont pas exécutées. Et puis enfin on mettra en place la présomption de légitime défense. L'idée c'est que dans un état de droit il y aura une enquête, mais au lieu de dire c'est au policier qui met en jeu sa vie pour protéger celle des autres et qui a
millième de seconde pour décider s'il doit utiliser son arme pour protéger nos vies, à lui de rendre des comptes. Non, ça sera celui qui sera pas d'accord avec l'utilisation de la force ou d'une arme d'expliquer pourquoi il est pas d'accord et d'en apporter la preuve. Donc l'enquête restera pareille, sauf que nous, comme on fait confiance aux policiers et pas aux voyous, on dit les policiers seront d'entrée de jeu crus sur parole à la partie adverse de démontrer que l'utilisation de la force n'était pas dans les clous, dans les règles, avec les preuves qui accomberont à la partie qui est pas contente. Voilà. Vous évoquez la réponse pénale. On a pu voir et lire, voilà quelques jours, un syndicat de magistrats, pour ne pas le nommer, le syndicat de la magistrature, qui appelait à faire barrage au Rassemblement national. Concrètement, comment vous attendez-vous à pouvoir mettre en application un certain nombre de vos projets de loi en matière de justice, alors même qu'un certain nombre de magistrats vous sont plus qu'opposés, mais feront probablement barrage à toute tentative de changer ce qui est à court aujourd'hui? D'abord, le syndicat de la magistrature, il représente plus que lui-même. Moi, je mélange pas les magistrats et ce syndicat, qui est un syndicat d'extrême gauche et qui aujourd'hui, rappelons-le, a été condamné dans le passé pour avoir fait le mur des cons. Peut-être, mais en attendant, il y a beaucoup de juges et de magistrats aujourd'hui qui sont syndiqués par ce syndicat-là. Donc, la justice. Voilà. Il revendique 30% des juges. Je trouve que c'est inquiétant pour notre démocratie. Moi, j'attends d'un magistrat qui rende la justice au nom du peuple français et pas d'une idéologie politique. Donc, c'est très inquiétant pour notre démocratie. Et vous voyez, je suis pas toujours d'accord, pour pas dire quasiment jamais, avec Dupond-Moretti, mais monsieur Dupond-Moretti, lors de la fête de l'humanité où il y avait une table ronde organisée par ce syndicat sur les violences policières et sur les contrôles aux faciès, il avait expliqué que c'était pas les magistrats et que ça représentait pas les magistrats. Moi, j'ai des amis magistrats qui sont absolument pas dans ce syndicat, qui ne représente que lui-même ou en tout cas une minorité de magistrats. Mais effectivement, il y a un vrai sujet qui se pose, c'est celle de la responsabilité des magistrats. Alors, la Constitution dit que le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. J'espère que si nous mettons en place des mesures votées par le Parlement qui représentent les Français pour qu'on puisse changer le quotidien des gens et, pardon de le dire, accessoirement des victimes qui sont les oubliés du carrosse de la justice, elles seront exécutées. Et d'ailleurs, sur les peines planchées, si le magistrat veut pas l'exécuter comme ça a été le cas entre 2007 et 2012, il devra le justifier. Parce que quand on a des grandes responsabilités, derrière, il faut aussi rendre des comptes à ceux qui nous confient l'avenir de la nation, et notamment la justice, qui est un pilier essentiel de notre état de droit. Mathieu Vallet, il y a un dernier sondage qui donne 250 à 305 sièges pour le RN et ses alliés. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment va se passer la cohabitation entre Marine Le Pen, qui a fini toujours ses phrases par vous voyez, la conclusion, c'est que finalement, ça serait quand même mieux que Emmanuel Macron présente sa démission. Est-ce qu'une cohabitation est possible et si oui, de quelle façon et avec quel casting, puisque vous avez parlé d'impresario? Donc vous parlez dans le cas où Jordan Bardella, la majorité absolue, est à Matignon avec la cohabitation avec monsieur Macron, on est d'accord? Dans celle que, effectivement, puisque Jordan Bardella a imposé cette donne qui fait qu'il n'ira que si il y a une majorité absolue. Oui, de toute façon, il n'y a pas une feuille de cigarette à papier entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Moi, je les vois régulièrement, pas plus tard qu'en début de semaine. Ils sont sur la même longueur de onde, ils fonctionnent à deux, en binôme. Et puis vous savez, si vous évoquez les sondages et qu'ils sont confirmés par les urnes, 250 à 300 voire 305 députés, ça donne une grande responsabilité de gérer le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. On en avait 88 en 2022. Là, on va quasiment en avoir 5 ou 6 ou 7 fois plus. Donc 4 ou 5 fois plus. Donc ça va aussi demander beaucoup de travail et un suivi assez important pour les réformes. Comment se passe la cohabitation? Est-ce que Emmanuel Macron a la main, ou est-ce que comment est-ce que vous allez le travail parlementaire avec le chef de l'État exécutif qui n'est pour le coup pas du tout dans votre ligne politique? D'abord, le chef de l'État, il va redevenir le président de tous les Françaises et les Français. Quand il est rentré en campagne, lorsqu'il a fait sa conférence de presse au pavillon Cambon, dans le 12e arrondissement, il a mis de côté sa fonction présidentielle pour prendre la tête de la majorité. Moi, je pensais que c'était monsieur Attal, mais finalement, c'est monsieur Macron. Donc, il va retourner dans l'esprit des institutions de la 5e République que le général de Gaulle a voulu avec Michel Debré, à savoir celui d'être le président de tout le monde. Ensuite, Jordan Bardella, lui, s'il arrive à Matignon, il sera le Premier ministre de tous les Français et de toutes les Françaises. Et on aura des comptes à rendre à deux personnes, le Parlement, c'est la Constitution, et aussi les Françaises et les Français. Vous parliez tout à l'heure de répondre aux questions des journalistes, ça en fait partie, c'est la démocratie, et donc c'est comme ça qu'on conçoit les choses. Le président aura évidemment des choses à dire sur la politique étrangère, sur la politique de la défense, sur la politique du pays, mais celui qui déterminera et conduira la politique de la nation, c'est Jordan Bardella, et je
peux vous dire que c'est quelqu'un de gentil, de respectueux et d'à l'écoute, mais derrière, quand il faut appliquer les décisions pour lesquelles le peuple français l'a mandaté, parce qu'il est très attaché à la légitimité populaire du vote des Français, il montera au créneau s'il faut défendre nos idées et s'il faut mettre en application les propositions qu'on a fait. Je vous l'ai dit, on n'aura pas le droit à l'erreur. On le voit déjà aujourd'hui lorsqu'on fait des communications où chacun cherche la petite bête. Demain, si on arrive aux responsabilités, il faut qu'on soit à la hauteur de l'attente des Françaises et des Français. Et attention, j'en termine là, Monsieur Devino, le vote n'est pas fait, rien n'est gagné d'avance. J'espère qu'il y aura une mobilisation maximale dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet et qu'elle sera évidemment en notre faveur parce qu'on veut remettre la France en ordre et surtout, on veut permettre aux Français de vivre dignement de leur travail et de pouvoir vivre paisiblement en France, dans ce beau pays qu'on aime tous et qui aujourd'hui on a bien besoin du changement qu'on propose. Mathieu Vallet, eurodéputé RN, est avec nous jusqu'à 21h sur Europe 1 avec Raphaël Steinville et Jacques Serret. Vous avez parlé à l'instant de la Constitution et des contours de la 5e République et donc pas de la 4e République. Ma question c'est, vous n'allez pas faire du chef de l'État un inaugurateur de chrysanthème, pour reprendre la célèbre phrase du général de Gaulle? Non, pas du tout. Sur son rôle dans la Constitution, il est très clair. Moi, vous pensez que c'est anecdotique, mais pardon. Le président, quand on est président de toutes les Françaises et tous les Français, c'est important. On peut pas être le président d'un parti, d'une caste ou d'une secte. On doit être le président de tout le monde, et c'est quelque chose qui est dans une société fracturée essentiel. Ensuite, sur les sujets de société et de politique, par exemple énergétique, pour baisser les factures d'électricité ou de sécurité, pour mieux protéger ceux qui nous protègent, et notamment les Françaises et les Français qui n'en peuvent plus. Ils l'ont dit durant l'élection européenne, pour pouvoir aussi monter à Bruxelles sur ces sujets importants, il va falloir qu'on affirme nos positions et que Jordan Bardella ne sera pas un collaborateur du président, il respectera sa fonction, ses prérogatives et effectivement l'élection d'il y a 2 ans où les Français l'ont mis à la tête du pays, mais en tout état de cause, on ne se laissera pas marcher dessus non plus et on mettra en place la politique qu'on a annoncée durant ces semaines de campagne législative, même si elle était très courte et que c'est un peu une campagne éclair. Raphaël Steinville. Oui, si le Rassemblement national et Jordan Bardella devaient l'emporter le 7 juillet, de toute évidence, le nouveau Front populaire s'imposerait comme le premier adversaire de votre parti. Est-ce que ça n'augure pas, notamment à l'Assemblée nationale, d'une extrême polarisation des débats? On avait pu regretter lors de la précédente mandature la bordélisation de la vie politique. Est-ce que finalement on ne risque pas d'avoir un spectacle encore plus terrible? J'ai envie de vous dire, monsieur Steinville, qu'on change pas une équipe qui gagne. La France Insoumise, lorsqu'elle a fait la première mandature de 2022 à 2024, ils ont bordélisé l'Assemblée, ils ont brandi des drapeaux étrangers, à chaque fois ils ont créé des incidents de séance, ils ont manifesté leur mécontentement et leur opposition par perte et fracas. Nous, c'est pas notre manière de faire la politique. Alors, les macronistes disent oui, il suffit pas de mettre une cravate et de se tenir correctement. Pardon, mais ça compte en fait. Dans une société qui est ensauvagée, dans laquelle on a une violence de tous les instants, c'est aux élus de montrer l'exemple. Donc, effectivement, nous, on sera là pour le débat parlementaire. Nous, on veut discuter avec les parlementaires. Et c'est d'ailleurs pourquoi, merci de me donner l'occasion de le rappeler, pour la réforme des retraites, on la fera pas en juillet, mais on la fera en fin d'année, parce qu'on respecte le Parlement, parce qu'on veut pas le brutaliser avec un 49.3, et parce que on veut pouvoir échanger sur des sujets importants pour la nation. Et effectivement, il y a un risque que l'extrême gauche, déjà rageuse et assez amère de pas gagner les élections, si c'est le cas, de vouloir avoir un esprit revanchard à l'Assemblée, puisse à nouveau bordéliser l'Assemblée et bordéliser le pays. Mais c'est leur stratégie depuis tout temps. Moi, je fais pas de le découvrir aujourd'hui. Ça fait des années que moi je le sais, puisque je les avais déjà vus à l'œuvre dans les manifestations. Et malheureusement, le comportement qu'ils ont dehors, ils ont le même comportement à l'intérieur. Quand vous avez Monsieur Guiraud qui traite de porc Monsieur Meyeb, voilà exactement. Je trouve que voilà, c'est pas une attitude républicaine. Comment voulez-vous, moi dehors sur le terrain, qu'on fasse respecter? Meilleur habit, voilà, merci monsieur. Comment voulez-vous qu'on fasse respecter sur le terrain le respect et la politesse entre les personnes de confession ou d'opinion différentes si dans l'Assemblée vous montrez pas l'exemple? C'est très important parce que les parlementaires, plus qu'avant avec les réseaux sociaux, et vu que l'Assemblée est en permanence filmée, sont regardés plus que jamais. Donc les valeurs d'exemplarité, j'y crois beaucoup. Puis la France Insoumise, elle peut pas dire que les policiers doivent être exemplaires parce qu'ils incarnent la République et s'exonérer elle-même en tant que représentant du peuple d'avoir un comportement irréprochable dans l'Assemblée ou même dans la vie quotidienne vis-à-vis des Français. Jacques Serret. Oui, s'il l'emporte, Jordan Bardella veut travailler avec un gouvernement d'union nationale. Concrètement, ça veut dire quoi, ce gouvernement d'union nationale? Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à convier des personnalités de gauche, par exemple, au sein de ce gouvernement Bardella? Qui serait d'accord avec vous?
D'abord, on fait pas le casting avant d'avoir été mandaté en tant que tel par les Français. Et puis moi, j'ai une expression. Non, mais Jordan Bardella a déjà confié qu'il avait des. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Non, mais je tiens à le redire sur votre antenne parce que moi, je vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, j'ai une vraie modestie parce qu'un scrutin, ça peut toujours changer, même si les sondages ont donné raison effectivement aux résultats qu'on a vus aux européennes. Je suis prudent maintenant sur le gouvernement de l'Union nationale pour qu'on l'appelle en tant que tel, parce qu'effectivement, on n'est pas sectaire et on accueillera dans ce gouvernement des gens qui viennent de la société civile, des gens qui ne sont pas issus du Rassemblement national, des gens qui en sont aussi issus et qui ont des compétences à faire prévaloir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt du pays. Et réellement, Jordan Bardella souhaite mettre à la tête de ministère des gens qui ont des compétences démontrées, qui ont un parcours légitime et qui pourront réellement changer les choses. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on va compter avec des responsables politiques de premier plan, comme des responsables politiques qui viennent pas de notre parti, mais aussi des gens de la société civile qui seront pas des godilles, mais qui seront réellement là pour une plus-value qu'ils ont par leur parcours professionnel et par leur engagement aussi personnel, qui sera une plus-value pour le gouvernement. C'est votre cas aussi? Vous avez l'ambition d'intégrer ce gouvernement? Moi, l'ambition que j'ai, c'est d'abord essayer de faire au mieux, de servir le mandat pour lequel j'ai été élu, celui de député européen. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas présenté aux élections législatives. Je vous parlais des mots d'amour, mais surtout des preuves d'amour. Là, c'en est une. Ouais. Voilà, j'avais pas envie de donner l'impression si on vous appelle en tant que ministre, quitter Bruxelles pour aller tout d'un coup prendre la place d'un ministre. Non, mais vous savez, moi, je suis pas comme Monsieur Dupond-Moretti en disant je serai jamais ministre ou je serai jamais ça. Vous savez, quand j'ai été élevé seul par ma mère dans une cité du nord de la France, j'aurais jamais cru qu'un jour je serais député de la nation au Parlement européen, et encore moins à l'époque commissaire de police. Moi, ma vie, elle a été faite d'engagement, de rencontres, d'opportunités. Vous savez, il n'était pas de mon parti actuel, mais Pierre Mauroy, l'ancien maire de Lille, qui était une grande figure de la gauche et qui a été le premier ministre socialiste de François Mitterrand. Il disait qu'en politique, c'est trois choses: c'est les rencontres, c'est les opportunités et c'est l'engagement. Bon, écoutez, on verra de quoi l'avenir est fait. En tout cas, j'en rêve pas toutes les nuits. C'est pas mon ambition. Et moi, j'essaie d'être là où je suis réellement le plus utile pour mon pays. Et je pense que pendant 20 ans, je l'ai montré. Si j'étais un carriériste, j'aurais pas fait du syndicalisme et je serais encore moins engagé en politique. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les Françaises et les Français sont exigeants et que si on est là pour des postes, on reste pas très longtemps en fait aux responsabilités. Et d'ailleurs, ils l'ont encore démontré le 9 juin au soir lors des élections européennes. Quelques questions d'international, puisque en plus vous êtes à Bruxelles, donc vous êtes au fait, ouais. Mathieu Vallée. Je ne laisserai pas l'impérialisme russe annexer un pays comme l'Ukraine, dit Jordan Bardella. C'est assez intéressant et c'est à l'instant sur le débat sur France Télévisions, puisque c'est intéressant, je disais, puisque là où le RN met en garde d'une certaine manière le président Macron de ne pas aller trop envoyer des munitions aux Ukrainiens, de ne pas aller envoyer des troupes au sol aux Ukrainiens. Là, voilà, Jordan Bardella, je ne laisserai pas l'impérialisme russe annexer un pays comme l'Ukraine. On a envie de vous demander, oui, mais de quelle façon dans ce cas-là? Il y a eu 50 milliards d'euros qui ont été votés par l'Union européenne à destination de l'Ukraine. Bon, très bien. Qu'on continue à aider militairement, financièrement. Alors quand je dis militairement, c'est par la fourniture d'équipements militaires, puisque c'est ce qui se fait actuellement, mais aussi par des équipements humanitaires, par aussi une aide logistique à l'Ukraine. Il n'y a pas de souci, on reviendra pas dessus, on continuera. Maintenant, aider l'Ukraine, c'est pas faire tout et n'importe quoi. Et pourquoi on vous dit qu'il faut être prudent sur ce sujet-là? Le but, c'est qu'on arrive à la fin à une paix dans laquelle l'Ukraine retrouve sa souveraineté, ne perd pas un iota de son territoire, et surtout qu'elle est légitime à défendre son pays, sa nation et ses habitants. Et est-ce que l'Ukraine est légitime pour rentrer dans l'Union européenne? Non, on est contre l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, comme on est contre l'entrée de la Turquie. Dans l'Union, on fait pas la danse du ventre ou la salsa. Ça fait des années. Ça permettrait, pour reprendre les propos de Jordan Bardella à l'instant, à l'impérialisme russe de ne pas annexer l'Ukraine. Non, je le crois pas. Je pense pas qu'une entrée dans l'Union européenne, ça change quoi que ce soit, puisque sur une politique actuellement qui est menée par l'Union européenne, mais aussi par le monde entier, vous avez aujourd'hui l'Ukraine qui, même si c'est difficile, même s'il y a des batailles qui peuvent être perdues, n'a pas perdu la guerre. Et que moi, je suis optimiste et que j'estime que non seulement cette guerre, elle peut la gagner, mais qu'en plus, derrière, on peut aboutir à un processus de paix où les Russes retirent leurs troupes, retirent cette invasion illégitime et illégale au regard du droit international. En discutant et en faisant de la diplomatie. Attendez, ça fait 2 ans et demi qu'on discute, monsieur. Non, mais non, ça fait pas 2 ans et demi qu'on discute. Et puis vous savez, parfois il faut peut-être prendre le temps de la diplomatie. La diplomatie, c'est l'art du temps. On a des diplomates. Alors vous direz, monsieur Macron, il a supprimé le corps des diplomates comme le corps des préfets. Mais nous, on croit en ces serviteurs de l'État dont on rétablira les corps, parce que l'efficacité de la diplomatie dans le monde et dans l'Europe, à l'époque, a été montrée par nos hauts fonctionnaires et par des discussions politiques qui ont toujours été menées. Je suis désolé, mais toute guerre, c'est souvent terminé, pour que ça soit long, par des processus de paix, par des processus
Désolé d'aller à l'encontre de vos propos, Mathieu Vallée, mais s'il y a bien une chose qui a été faite, c'est la diplomatie. Et elle a commencé pratiquement au lendemain de la guerre en Ukraine. Et vous vous souvenez même, puisque l'image a fait le tour du monde, que Emmanuel Macron a été le premier diplomate à aller essayer de négocier avec Vladimir Poutine. Je fais référence bien sûr à la fameuse image avec la grande table. Oui, non, mais bien sûr, mais aller faire de la négociation diplomatique, c'est pas que devant les caméras sur une grande table avec des images. C'est une diplomatie de tous les instants. Et moi, je crois que même si ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, de toute façon, on sait que on est sur une guerre d'usure, effectivement, où les Russes misent sur l'épuisement et finalement sur l'affaissement de leur puissance militaire des Ukrainiens pour pouvoir l'emporter. Moi, j'estime qu'il faut continuer militairement et physiquement à aider les Ukrainiens à faire face à la Russie, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, la faire rentrer dans l'Union européenne, ça ne changera à l'heure actuelle strictement rien. C'est pas comme si qu'elle devait rentrer dans l'Union. Une politique de suivi du Rassemblement national au pouvoir avec Jordan Bardella Premier ministre. Il y aura une continuité pour aider l'Ukraine à se protéger face aux Russes. Et il n'y a aucun sujet sur ça. Évidemment qu'il y aura une continuité, non seulement sur le sujet ukrainien, qui est un sujet essentiel pour l'Europe, mais sur tous les sujets diplomatiques. Et de la même manière qu'on est contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Voilà. Aujourd'hui, et je termine juste sur ma phrase, puisque c'est des sujets, comme vous l'avez dit, qui m'intéressent, parce que c'est des sujets sur lesquels on aura vraisemblablement à s'exprimer au Parlement européen dans l'avenir, comme ça a été le cas avant que je sois élu. C'est des sujets sur lesquels, effectivement, c'est ce que je vous disais, il faut pas aujourd'hui que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne pour pouvoir améliorer la situation. C'est déjà le cas. Il y aura aucune plus-value. Si ce n'est par exemple, parce que vous l'avez oublié, mais moi je l'ai pas oublié en début d'année, les agriculteurs qui étaient mobilisés. Je peux oublier, et en disant par exemple que non mais je parle pas de vous, je parle des gens. Les gens oublient par exemple qu'en début d'année, parce qu'une actualité, vous êtes bien placé en tant qu'observateur politique pour le constater, une actualité en chasse une autre. Les agriculteurs, ce qu'ils nous ont dit, moi j'ai encore visité dans le Lot-et-Garonne une exploitation la semaine dernière, c'est que par exemple, lorsque l'Union européenne a exonéré de droits et d'exigences le poulet ukrainien sur l'importation dans notre territoire, ça a créé une distorsion concurrentielle et que c'est pas bon pour nos agriculteurs. Donc moi je dis aujourd'hui, niet pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, parce que ça n'apporte rien, de la même manière que l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine, ça n'apporterait rien, et que c'est la raison pour laquelle, et je termine là, si aujourd'hui la France mettait des soldats sur le sol ukrainien pour faire la guerre à la Russie, ils sont pas plus bêtes que les autres, ils déclareraient la guerre, ou en tête de cause, il y aurait une réponse militaire des Russes vis-à-vis de la France, et comme on fait partie de l'OTAN, vous savez qu'il y a une clause du traité de l'OTAN qui dit que quand on agresse l'un de ses membres, on engage tous les autres membres. Donc le but, c'est pas d'avoir un conflit nucléaire ou une 3e guerre mondiale, le but, c'est qu'à la fin, les Ukrainiens gagnent, mais pas à n'importe quel prix, et surtout avec une logique de pouvoir récupérer leur intégrité territoriale. 20h55, une question, ce sont les dernières minutes de notre interview, Mathieu Vallée. Il y a un grand débat cette nuit à 3h du matin sur CNN entre Joe Biden et Donald Trump. J'ai l'impression que ça vous fait sourire, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas l'élection présidentielle arrive. Je ne sais pas si vous me voyez arriver. En tout cas, la question est très sérieuse, puisque il y a effectivement ces deux personnalités qui s'affrontent pour diriger le pays le plus puissant du monde, avec lequel la France a des liens, et pas que l'OTAN, mais il y a aussi des liens commerciaux. On sait que beaucoup d'entreprises du CAC 40 notamment ont des capitaux étrangers via des fonds d'investissement, pas seulement américains, mais beaucoup de fonds d'investissement américains. Est-ce que c'est un débat que vous allez suivre attentivement entre Biden et Trump, et pour quelles raisons ? Bon, d'abord, je vais vous concéder que j'ai des efforts à faire en langue anglaise ou américaine. Je viens du Nord, j'ai un peu un accent ch'ti, là. J'essaie de le cacher, mais je vais prendre des cours d'anglais parce que c'est pas mon point le plus fort. On peut pas être bon partout. Ensuite, je souriais parce que on parlait tout à l'heure de double nationalité ou d'origine. Bon, j'ai déjà celle espagnole et la fierté d'être français. J'ai pas celle américaine, peut-être pas encore malheureusement. Et donc, du coup, les Américains, en tout cas par le système qui est très particulier, dont on connaît ici les détails, désigneront par leur processus démocratique le président qui veulent élire. Moi, j'ai pas de commentaires à faire sur ça réellement. Donc, moi, je vous dis effectivement, les États-Unis c'est un grand pays. Et vous avez commencé par l'économie. Moi, je commence par le lien affectif. On a rendu hommage. Non, mais c'est important, M. Domino. On a rendu hommage aux soldats militaires sur Omaha Beach, Juno Beach, Utah Beach, sur ces plages du débarquement, aux 80 ans de la libération de. Non, mais la question, elle peut être plus nette, Mathieu Vallée. Est-ce que le RN a une préférence pour le futur président américain ? Est-ce que Marine... M. Domino, je vous apprécie, mais vous allez me vexer. J'ai l'impression d'être clair quand même. Je fais des phrases simples. En tout cas, j'essaye. Je vous ai dit que c'était pas notre rôle de dire si on avait une préférence pour un tel ou un tel, parce qu'on n'en a pas. Donc honnêtement, vous avez quand même un candidat, Mathieu Vallée, qui était le représentant des Républicains en France et qui aujourd'hui concourt sous les couleurs du Rassemblement national. C'est-à-dire ?
un candidat, un représentant de Trump en France et qui aujourd'hui concourt sous les couleurs du Rassemblement national pour ces législatives. Mais attendez, dans la majorité, vous avez eu un candidat qui était soupçonné de collusion avec les services chinois, et donc ça voudrait dire que le parti macroniste est en collusion totale avec le raisonnement. Non, c'était juste Mathieu Vallée, ne le prenez pas comme ça. C'était peut-être que le Rassemblement national a une préférence. Je ne dis pas que ils vont faire la campagne de Donald Trump, mais ce qui se conçoit simplement, s'énonce clairement, disait Boileau. Donc je vais vous le faire très simple. Au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, je vous confirme et je vous informe, si c'était pas le cas ou si vous le savez pas, qu'on n'a aucune préférence pour Monsieur Biden ou pour Monsieur Trump. Les Américains, par leur processus démocratique, éliront le président qu'ils veulent élire et on travaillera avec parce qu'il représentera les Américains. C'est pas à nous dire on veut un tel ou on préfère un tel. Enfin, c'est pas comme ça que on conçoit, et en tout cas que je conçois la démocratie, à faire des leçons aux gens et à dire il faut voter pour un tel. Enfin, en tout cas, c'est pas la ligne politique qui est celle du Rassemblement national, surtout dans un contexte où on a déjà fort à faire avec nos élections nationales qui va engager le pays pour les mois, voire les années à venir. Et que vous aurez l'occasion de venir commenter dimanche soir avec Laurence Ferrari et moi-même sur donc on se revoit dimanche soir, monsieur Devino, c'est ça que en vous voulez effet, dire. oui, c'est ça, c'est une transition. C'est ce qu'on appelle communément une transition, cher Mathieu Vallée. Voilà. Sais bien. Merci encore d'avoir été avec nous votre invitation. Aussi longuement sur Europe 1. Et effectivement, on se retrouve dimanche avec Laurence Ferrari pour cette grande soirée élection législative, premier tour, 19h30, 22h. C'est le timing exact que vous pourrez suivre sur Europe 1. Merci à vous, Raphaël Steinville. Merci à vous, Jacques Serret. On lira bien sûr attentivement le journal du dimanche ce dimanche. Merci à tous.